Monsieur Dilakende, je vous ai entendu dire que finalement ces pratiques existent depuis bien longtemps et le mot de code, c'est aller les traiter. Qui demande à qui d'aller les traiter? Euh, Ce sont Les responsables de la police. des responsables de la police qui demandent à leurs subalternes d'aller traiter. Et le mot traiter, les policiers Veut dire aller eux-mêmes, briser les jambes. c'est ce que les policiers ont dit. Que aller traiter signifie aller briser les jambes. Ça a été dit devant la barre. Et la vidéo que nous avons vue circuler, effectivement, les responsables de la police ont donné les ordres à leurs subalternes de faire ce que nous avons, que tout le monde a observé dans cette vidéo. Malheureusement, les donneurs d'ordre ont échappé à la justice. Donc, expressément, il y a une forme de protection, de protection. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, vous êtes bien sur TLR TV et bienvenue dans ce numéro de Droit de Savoir. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Trésor Nzilakende, coordonnateur du Centre d'action pour le développement. Avec lui, nous allons tenter de parler du rapport 2022 sur les droits humains au Congo-Brazzaville. Rapport intitulé « Pas de marche vers le développement sans respect des droits humains ». Bonjour monsieur Trésor Nzilakende et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, monsieur Christian. Bienvenue également à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur TLR TV. Merci d'être avec nous. Monsieur Trésor Nzilakende, votre rapport 2022 sur les droits humains au Congo-Brazzaville était intitulé, je l'ai rappelé d'entrée du jeu, « Pas de marche vers le développement sans respect des droits humains ». Pourquoi l'avoir intitulé ainsi? Parce que je sais que la marche vers le développement, c'est bien le titre du programme de société de Denis Sassou Nguesso. Oui, effectivement, ce titre est une réponse à Monsieur le Président de la République et à son gouvernement. Vous savez très bien que le projet des sociétés du Président de la République est intitulé « Ensemble, poursuivons la marche vers le développement ». Et nous pensons que cette marche vers ce développement que nous trouvons imaginaire est enrayée par des graves violations des droits humains. Et on ne peut pas parler de développement sans respect des droits humains parce que les deux sont intimement liés. Alors, dans la marche vers le développement, il y a l'économie, la politique, il y a également la santé, l'éducation et bien d'autres domaines qui ont été pris en compte. Alors, vos axes, à vous, les grands axes sur lesquels porte votre rapport, sont lesquels? Ce rapport parle des atteintes au droit à la vie, la question de la torture, le recours à la détention arbitraire. Le rapport parle aussi des conditions de détention, la problématique des libertés fondamentales. Nous évoquons également dans ce rapport la question de l'impunité de l'accès à la justice. Le rapport traite de la situation de la santé au Congo, les retraites, le droit à l'eau. Il est également question dans ce rapport de la question de la gouvernance forestière et du droit à l'environnement. Voilà en résumé le statut de ce rapport de 78 pages. Alors, il n'est un secret pour personne, au Congo-Brazzaville, on note de plus en plus les atteintes au droit à la vie, les disparitions forcées, avec les enlèvements et exécutions sommaires. Quelle lecture peut-on faire aujourd'hui de la sécurité et de la justice au Congo-Brazzaville? La question de la sécurité au Congo-Brazzaville devient une inquiétude majeure. Parce que la force publique, à l'instar de la police, qui est censée sécuriser la population,
se livre finalement elle-même dans une forme de répression aveugle. Et la justice, quant à elle, ne remplit pas convenablement sa mission et elle est devenue de plus en plus une simple dénomination. Donc la question de la sécurité au Congo mérite une réflexion et une réponse globale et cohérente. Est-ce qu'on peut parler de cas isolés ou bien c'est un programme finalement qui ne dit pas son nom? Non, il ne s'agit pas des cas isolés. Déjà de façon générale, les atteintes aux droits humains ne relèvent pas des actes ordinaires, mais ça traduit visiblement l'expression d'une doctrine cynique des autorités en place. Mais d'Ivoire, qu'est-ce qui peut justifier donc cette régression, disons, dans le cas de respect, bien sûr, des droits humains au Congo-Brazzaville? Et que disent les organisations internationales? Êtes-vous en contact avec ces organisations? Avez-vous des relations avec elles? Oui, nous avons des relations avec des organisations internationales qui travaillent sur les questions des droits humains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit des organisations internationales ou des organisations locales comme les nôtres, nous faisons notre travail comme il se doit, mais la responsabilité première de faire avancer la question des droits humains, elle est gouvernementale. Donc, c'est la responsabilité première des autorités congolaises parce que ce sont ces autorités-là qui promulguent les lois, ce sont ces autorités-là qui ratifient les traités internationaux. Donc, la charge leur incombe. Mais figurez-vous que nous sommes dans une dictature. Et dans une dictature, les droits de l'homme sont toujours en souffrance. C'est ce qui peut expliquer la régression des droits humains au Congo. Donc, les organisations internationales font leur boulot. Nous également, nous faisons notre travail. Mais ceux qui ont l'effectivité du pouvoir n'ont pas les droits humains comme une priorité. Voilà toute la difficulté. Et donc, c'est ce qui justifierait la régression sur l'observation, sinon le respect des droits humains au Congo-Brazzaville, c'est cela? Parce que c'est une dictature, exactement. Simplement. Ah oui, c'est une dictature et donc les droits de l'homme ne vont pas être bien portants. D'où l'engagement des organisations comme les nôtres qui peuvent avoir le courage de produire des rapports assez détaillés, qui pointent les exactions, qui pointent la régression et qui proposent des solutions. Il revient donc à qui de droit, notamment le président de la République et son gouvernement, de faire en telle sorte que les recommandations qui sont formulées puissent être appliquées. Alors, nous savons que le 18 juin 2020, le Sénat congolais avait adopté la loi sur, bien entendu, l'abolition de la peine de mort au Congo-Brazzaville. Alors, qu'est-ce qui justifie finalement qu'on assiste au Congo-Brazzaville, bien entendu, à des exécutions sommaires au quotidien, c'est tous les jours ou presque, qu'on exécute les jeunes? Oui, tous les jours ou presque, on exécute les jeunes et surtout dans le cadre de la lutte contre le phénomène du grand banditisme, que nous appelons localement la lutte contre le phénomène bébé noir. Nous avons le sentiment que la force publique dispose d'un mandat sous-entendu de tuer. Et pourtant, la Constitution abolit la peine de mort et aucune circonstance ne peut justifier à ce qu'on porte atteinte au droit à la vie. Mais nous assistons à des scènes horribles d'exécutions extrajudiciaires et même une montée de ces faits. Bizarrement, il y a une forme d'accoutumance à l'horreur au plus haut niveau de l'État. Dans des pays civilisés, dans des pays démocratiques, lorsque les tels faits se produisent, vous avez des autorités qui haussent les tons, qui condamnent publiquement et qui promettent des sanctions, et on voit la justice s'activer pour sanctionner les auteurs. Mais ce n'est pas le cas au Congo-Brazzaville.
Et il ne faut pas oublier que le pouvoir est militaire au Congo-Brazzaville. Et donc, il y a une sorte de protectionnisme des hommes en armes. Ils ont le permis de tuer et ils ne sont pas inquiétés parce que la justice elle-même, elle est à genoux. Est-ce que c'est une façon de terroriser la population, d'entretenir la peur au sein de la population? C'est beaucoup de questions que l'on se pose. Mais visiblement, nous avons en face de nous des dirigeants qui applaudissent les atteintes au droit à la vie et c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Évidemment, il y a quelques mois, le monde entier était stomaqué de voir sur les réseaux sociaux comment les policiers étaient en train, en fait, de torturer les jeunes sous le viaduc de Brazzaville, le viaduc de Kintélé avec des marteaux, en train de broyer les jambes des jeunes Congolais. Qu'en est-il de ce procès? Quelle a été la suite? Les 4 policiers, je crois, ont été interpellés et la suite, c'est quoi exactement? Alors, c'est quand même important de rappeler un élément qui échappe à bon nombre des observateurs de la situation des droits humains au Congo-Brazzaville. Avant que cette vidéo d'une barbarie insoutenable circule sur les réseaux sociaux, il y a eu des plaintes qui ont été déposées au tribunal de grande instance de Brazzaville, en lien toujours avec cette pratique qui consiste à abîmer les jambes des jeunes en se servant des marteaux. Monsieur Dila Kende, qu'est-ce que j'apprends là? C'est-à-dire qu'avant cet événement-là, les images que nous avons tous vues sur les réseaux sociaux où on brisait les jambes des jeunes avec les marteaux par des policiers, il y a bien eu d'autres cas similaires bien avant, c'est cela? Et effectivement, c'est une pratique. Mais finalement, lorsque nous avons commencé à travailler, à suivre ce dossier, nous nous sommes rendus compte que c'est une pratique qui remonte il y a longtemps. Ce n'est pas la première fois que la police congolaise casse les jambes des jeunes supposés être des malfrats ou des bandits. C'est une pratique qui remonte il y a bien longtemps, puisque même pendant le procès, les policiers ont avoué qu'ils ont un code. Le code signifie « aller les traiter ». Et aller les traiter signifie aller casser les jambes. Ça a été dit en public devant le tribunal, puisque le procès était public. Nous avons suivi. Et effectivement, dans la documentation, nous nous sommes rendus compte que c'est une pratique qui remonte il y a longtemps. Et qu'il y avait déjà même des plaintes au niveau du tribunal de grande instance de Brazzaville, mais que ces plaintes n'ont jamais connu un début d'instruction. Et c'est cette vidéo, finalement, qui vient mettre en exergue cette pratique horrible, qui suscite l'indignation et par gêne. Je pense que s'il y a eu procès, c'est parce que cette vidéo est tombée sur la place publique. Et nous avons tous suivi le procès, mais ça a été un procès expéditif, puisque c'est vrai qu'il y a une portée symbolique pour la première fois que des policiers, pour des faits de torture, c'est vrai que dans le jargon juridique congolais, on ne parlera pas de la torture, il y a eu une requalification, mais c'est quand même pour la première fois que dans ces genres de situations, que les policiers soient condamnés à 10 ans de prison ferme. Mais ce procès ne signifie pas que la justice congolaise est indépendante. Ce procès ne signifie pas que la justice congolaise est un rempart pour les victimes de l'arbitraire. S'il y a eu procès, c'est parce qu'il y a eu une vidéo qui a indigné le monde entier et il fallait très vite essayer de réparer, et puis de réparer un peu l'image du pays qui était ternie. Et nous avons suivi un procès expéditif. La suite. Mais Monsieur Dila Kende, je vous ai entendu dire que finalement ces pratiques existent depuis bien longtemps et le mot de code, c'est aller les traiter. Qui demande à qui d'aller les traiter?
Ce sont Les responsables de la police. des responsables de la police qui demandent à leurs subalternes d'aller traiter. Et le mot traiter, les policiers Veut dire aller eux-mêmes, briser les jambes. c'est ce que les policiers ont dit. Que aller traiter signifie aller briser les jambes. Ça a été dit devant la barre. Et la vidéo que nous avons vue circuler, effectivement, les responsables de la police ont donné les ordres à leurs subalternes de faire ce que nous avons, que tout le monde a observé dans cette vidéo. Malheureusement, les donneurs d'ordre ont échappé à la justice. Donc, expressément, il y a une forme de protection, de protection, une forme de protectionnisme des donneurs d'ordre, parce que la police congolaise fonctionnait ainsi. Et ce qui est encore troublant, lorsqu'on pose la question à ces policiers devant la barre, mais pourquoi vous n'avez pas refusé les ordres reçus, sachant que cela était contraire à la loi, oui. Aux lois et règlements de la République. La réponse a été simple. Chez nous, l'ordre doit être obéi. Et donc, vous avez une police qui obéit à des ordres illégaux. Et donc, fondamentalement, il y a problème au sein de... Et donc, si j'ai bien compris, finalement, les noms des commanditaires ont été cités, mais que ces derniers n'ont pas été interpellés. C'est bien cela ce que j'ai compris. Ah oui, il y a, par exemple, le nom qui a été régulièrement cité, c'est le nom du lieutenant Mobenga Peya, qui a donné les ordres à ses subalternes d'aller traiter. D'autres noms ont été cités. Malheureusement, ces chefs hiérarchiques n'ont pas été inquiétés. Mais si vous vous amusez à inquiéter ces chefs de la police, on va faire remonter la chaîne des responsabilités. Peut-être qu'on tomberait sur les responsables au plus haut niveau de la police. Et quelle impression cela vous donne, les procès au Congo-Brazzaville? Est-ce que c'est pour rendre justice ou pour, bien entendu, protéger les criminels? Mais les procès auxquels nous assistons, en ce qui concerne les violations des droits humains, ce sont des procès qui, je dirais, protègent les auteurs des violations des droits humains. Je peux parler très rapidement du procès à Madingou concernant la jeune fille Merveille, cette jeune demoiselle qui a trouvé la mort des suites des actes de torture pour non-port du masque anti-Covid. Il y a eu procès, les gendarmes ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement. Vous imaginez que des gendarmes donnent la mort gratuitement à une jeune demoiselle et qu'à l'issue du procès, qu'ils soient condamnés à 1 an d'emprisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une insulte en mémoire des victimes et une protection pour les bourreaux. Donc nous avons une justice qui protège les bourreaux et qui expose les victimes. Alors finalement, personne n'est à l'abri au Congo-Brazzaville. Alors il y a un autre drame qui a marqué les Congolais, c'est bien entendu le décès des 6 jeunes au commissariat central de Brazzaville. Qu'en est-il à la date d'aujourd'hui? S'il y a eu procès pour ceux qui ont torturé les jeunes sous le viaduc, qu'est-ce que ça donne sur la mort de ces Congolais qui sont décédés dans les cellules de prison au commissariat central de Brazzaville? Oui, nous savons tous que ces jeunes ces citoyens congolais sont décédés des suites d'actes de torture. Cela ne fait plus l'objet d'un débat puisqu'il y a eu une expertise médicale qui a été pratiquée. Et l'expertise médicale est formelle. Ces personnes sont mortes des suites d'actes de torture. Alors, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu procès.
d'après les informations en notre possession, aucun agent n'est inquiété. Mais il y a eu quand même, puisque nous avons porté plainte, il y a eu l'ouverture d'une information judiciaire. Donc nous espérons que la justice va s'accélérer pour que ces tortionnaires, ces criminels soient rattrapés et qu'ils répondent de leurs actes. Est-ce que vous avez finalement l'impression que le Congo est abandonné, même par les institutions ou les organisations de défense des droits de l'homme internationales? Oui, effectivement, il y a un blackout sur le Congo-Brazzaville. Le scandale des 6 personnes au commissariat central de Brazzaville n'a suscité aucune réaction officielle des institutions internationales. On est en droit de se questionner, mais finalement au Congo, la barre a été poussée très loin, si bien que on peut massacrer, on peut tout se permettre, mais vous n'aurez pas des voix qui vont s'élever pour condamner, pour rappeler à l'ordre les autorités de Brazzaville. C'est quand même inquiétant, le silence de la communauté internationale face des atrocités qui se passent au Congo-Brazzaville. Alors, répondons donc à un média étranger, à la question d'un média étranger. Denis Sassou Nguesso a nié que finalement, les recommandations, sinon la décision d'un groupe de travail de l'ONU ne lui est jamais parvenue, qui demandait la libération immédiate du général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Quelle a été votre réaction, vos impressions lorsque vous avez suivi Denis Sassou Nguesso répondant à ce journaliste? Vous savez, la dissidence au Congo-Brazzaville est réduite au silence. Et Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa sont aujourd'hui des exemples de cette triste réalité. Et je pense que le président de la République est en contradiction avec lui-même, il est en contradiction avec son gouvernement, puisque en juillet 2018, le gouvernement congolais a répondu par écrit au groupe de travail des Nations Unies. Parce que jusqu'en mai 2018, le gouvernement congolais n'avait pas donné de suite aux préoccupations du groupe de travail des Nations Unies. Et il y a eu donc ces avis qui ont été rendus par le groupe de travail des Nations Unies. Et en juillet 2018, le gouvernement congolais a répondu au groupe de travail des Nations Unies. Et le porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mungala, est passé dans les médias pour justifier la position de l'État congolais sur la situation de Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa en rapport avec les conclusions du groupe de travail des Nations Unies. Donc, quand le président de la République dit qu'il n'a jamais été informé de cette décision, ça fait pitié. Je sais que c'est très embarrassant. Alors, mais est-ce qu'on peut penser que finalement, c'est là même l'illustration parfaite de ce qu'est devenu le Congo-Brazzaville? Tout à l'heure, vous nous avez parlé des procès qui sont expédiés, mais juste pour protéger les criminels. Et vous avez les mots d'ordre du genre, aller les traiter pour aller briser les jambes des jeunes. C'est des crimes, bien entendu. Et lorsqu'on arrive à Denis Sassou Nguesso, lui-même nie pratiquement tout. Il nie que, bon, il a reçu des recommandations, une décision du travail. C'est le cynisme absolu. C'est le cynisme absolu. Oui, exactement. Alors, nous allons parler probablement d'un autre volet de votre rapport 2022, bien entendu, rapport intitulé « Pas de marche vers le développement sans le respect ou sans respect des droits humains ». On va donc parler de la santé. Est-ce que vous avez traité, vous avez dit d'ailleurs d'entrée de jeu que vous avez traité également la santé dans votre rapport. Qu'est-ce que cela donne au Congo-Brazzaville? Quel constat peut-on faire aujourd'hui? La situation est catastrophique au Congo. Il ne faut pas tomber malade quand on n'a pas d'argent. C'est un désert médical sur 342 000 km². Lorsque vous arrivez au niveau des urgences, si vous n'avez pas d'argent, vous mourrez là. Cela veut dire que même dans les hôpitaux publics, même dans les hôpitaux publics, quand vous n'avez pas l'argent,
c'est très difficile puisque la couverture santé n'existe pas. Et donc, il faut avoir des moyens pour se faire soigner. Et même lorsque vous avez des moyens, le plateau technique est pauvre. Nos hôpitaux ne sont pas équipés. Pour preuve, si un ministre tombe malade, il ira très vite aux États-Unis, en France, au Maroc, parce que le gouvernement lui-même ne croit pas en l'offre sanitaire dans son pays. Voilà pourquoi ceux qui ont l'argent vont se faire traiter hors du pays. La situation sanitaire est catastrophique au Congo-Brazzaville. Et lorsque vous dites quand vous n'avez pas l'argent, c'est pratiquement la mort, il ne faut pas aller à l'hôpital. Quand vous dites argent, c'est un peu vague. Il faut à peu près combien comme ça? Je vais prendre le cas de quelqu'un qui souffrirait du paludisme, par exemple. À combien est taxée la consultation dans les hôpitaux publics? Ça dépend de quel hôpital. Si vous allez, par exemple, à l'hôpital militaire, vous payez 5 000 francs CFA. Si vous allez à Blanche-Gomez, vous payez 8 000 francs CFA. Donc, le prix varie en fonction du centre hospitalier. Mais quand vous n'avez pas l'argent, vous vous livrez aux médicaments de la rue, vous faites l'automédication. L'automédication, le recours à des plantes médicinales, etc. Parce que vous allez à l'hôpital, vous perdez votre temps, vous ne serez pas touché. Et donc, c'est très compliqué le droit à la santé au Congo. C'est un droit qui est bafoué continuellement. Et donc, si vous allez à l'hôpital, comme vous l'avez dit, il faut payer d'abord la consultation qui peut aller de 5 000 à 8 000 francs CFA, sans compter bien entendu les examens à faire, les médicaments achetés, tout ça c'est à la charge. C'est à la charge du patient. C'est à la charge du malade, effectivement, à la charge du malade. Il n'existe pas une politique sanitaire qui consisterait à prendre en charge et quitte à faire rembourser après, ça n'existe pas. Donc, vous allez à l'hôpital, rassurez-vous que vous avez de l'argent. Quand vous n'avez rien, n'allez pas à l'hôpital parce que vous ne serez pas reçu, vous ne serez pas traité. Quand vous n'avez pas l'argent, n'allez pas à l'hôpital, vous ne serez pas reçu, vous ne serez pas traité. Alors, il y a d'autres, je crois, il y a d'autres problèmes aussi qui se posent, notamment l'eau et l'électricité. J'ai semblé comprendre que vous avez également évoqué ces aspects de problèmes, notamment l'accès à l'eau potable, qui est devenu difficile, c'est bien cela, et à l'électricité. Effectivement, l'accès à l'eau est très problématique, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Et à mesure que vous vous éloignez des grands centres, on ne parle plus des robinets, on parle maintenant des puits d'eau qui sont à découvert ou assez protégés, mais qui exposent les utilisateurs à toute forme de maladie. Donc, l'accès à l'eau au Congo est très problématique. Curieusement, le pays est entouré des fleuves, des rivières, et on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un gouvernement qui a tout est incapable de faciliter l'accès à l'eau à ses citoyens. Mais c'est l'échec de la politique du gouvernement ou de tous les gouvernements qui se sont succédés. Donc c'est l'échec des politiques publiques en général. Alors, nous savons également que le Congo-Brazzaville est un pays producteur du pétrole, le troisième d'ailleurs en Afrique subsaharienne. C'est un pays qui engrange beaucoup d'argent avec son pétrole. Tout à l'heure, vous nous avez parlé des exactions, des violations des droits humains. Vous avez parlé de l'eau qui pratiquement n'est pas accessible à tout le monde, l'électricité également. Quelle impression cela vous donne? Que tout cela est dû à la crise économique ou bien c'est juste une stratégie de gouvernement? Je pense qu'il faut, on doit arrêter d'accuser la crise. Le Congo n'est pas le seul pays à être confronté à ces problèmes de crise liés
à la chute du prix du baril de pétrole. Mais le mal du Congo, c'est la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance dans tous les domaines. Gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance sociale. Donc le problème du Congo, c'est la malgouvernance, ce n'est pas la crise économique. Ce que le Congo gagne, le Congolais ne se retrouve pas. Lorsque vous voyez les données macroéconomiques, on vous dit que la situation est acceptable, mais la réalité du Congolais vous dit le contraire. Donc, vous avez des chiffres macroéconomiques qui présentent une situation qui s'améliore. Paradoxalement, le Congolais est très pauvre. Donc, il n'y a pas on ne sent pas un impact direct de l'amélioration des données macroéconomiques sur le quotidien des Congolais. C'est un problème de gouvernance, tout simplement. En tout cas, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais après avoir fait tout ce constat que vous venez donc de dresser là, quelles recommandations, quelles alternatives pour sortir évidemment le Congo de ces différentes crises sécuritaires, j'allais dire, économiques, politiques, mais en tout cas, j'allais dire aussi dans tous les domaines, tout est au rouge, tout est devenu finalement prioritaire au Congo-Brazzaville. Tout est prioritaire au Congo-Brazzaville. Une recommandation, j'ai du mal à formuler une recommandation. Restons sur les droits humains, par exemple. Ah oui, restons sur les droits humains. En réalité, le gouvernement congolais ferait mieux à élaborer une politique nationale cohérente sur la question des droits humains. Il n'existe pas de politique en matière des droits humains au Congo. Du coup, il est difficile de suivre, d'évaluer et de corriger. Donc, nous naviguons en l'air, à vue, et il faut bien que le gouvernement élabore une politique nationale des droits humains. Nous avons chez nous un organe constitutionnel qui s'appelle Commission nationale des droits de l'homme. Alors, mais qui est une simple dénomination, une institution factice, budgétivore, qui ne fait pas son travail. Et donc, il faut bien que le pays arrive à élaborer une politique cohérente en matière des droits humains, et à partir de là, on peut mettre les moyens, les hommes, et pour essayer d'améliorer la situation. Mais il y a quand même un phénomène, la montée et la banalisation de l'horreur du fait des exactions policières de tous les jours. Il faut bien que tous les responsables de la police soient limogés. Et il faut que les parlementaires congolais réalisent un audit de la police nationale et même des autres corps de la force publique pour évaluer les forces et les faiblesses et prendre des mesures législatives, des mesures légales pour apporter des réponses concrètes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème avec notre force publique qui attaque sa propre population. C'est incompréhensible. Mais de façon générale, si un début de réponse sérieux commencerait par l'élaboration d'une politique nationale en matière des droits humains au Congo, et les choses pourraient s'améliorer au fur et à mesure. En tout cas, merci, Monsieur Trésor Nzila Kende. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Centre d'action pour le développement. Vous étiez là en train de répondre notamment aux questions liées à votre rapport que vous avez présenté, le rapport 2022 sur les droits humains au Congo-Brazzaville. Alors, ma dernière question, si vous étiez demandé de nous dire le constat général en 2 mots, les droits humains au Congo, on peut encore continuer à croire ou on a déjà dépassé les limites et qu'on ne peut plus rien?
Je pense qu'il faut toujours, il faut toujours espérer qu'un jour la situation pourrait s'améliorer. Mais la responsabilité revient aussi au peuple congolais de prendre les choses en main. On ne peut pas laisser le combat des libertés, le combat pour les droits humains simplement à la charge des organisations de défense des droits humains. Il faut bien que le peuple congolais réalise que chacun a un rôle à jouer. Si nous étions dans une démocratie, les dirigeants actuels pouvaient être sanctionnés dans les urnes, mais la question électorale est verrouillée, les élections sont hyper contrôlées, si bien que l'expression le suffrage universel n'est pas respecté, mais il appartient aux citoyens congolais de développer des stratégies, de sortir de son silence pour commencer à exiger plus de transparence, la reddition des comptes, etc. Je pense que ça pourrait faire bouger les lignes. Mais si chacun reste dans son attitude fataliste, les choses ne vont pas s'améliorer aussi vite. Donc, nous faisons notre boulot, mais il faut bien que le peuple aussi prenne le relais et que chacun joue sa partition. Je pense qu'on pourra renverser la peur, parce qu'actuellement, la peur est du côté de la population et les dirigeants abusent parce que nous sommes dans une attitude fataliste. Mais si chacun peut se lever et commencer à revendiquer ses droits, nous allons changer la donne, la peur sera de l'autre côté et les autorités seront en droit de répondre aux aspirations légitimes de la population. Tant qu'on sera dans cette attitude fataliste, la situation ne pourra pas s'améliorer. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Nous allons donc retenir que les droits humains comme la sécurité est une affaire de tous. Vous avez dit, vous faites votre travail. La population congolaise également doit jouer sa partition. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos programmes. On se dit donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.